Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle lecture d'étudiants et étudiantes socialistes ainsi qu'alternatives socialistes. Aujourd'hui, on va lire Pourquoi les marxistes s'opposent au terrorisme individuel, le contexte actuel en janvier 2025 et qu'on vient de traverser une période de plusieurs mois où les médias, surtout américains, parlent de Luigi Mangione qui est accusé d'avoir tué un PDG de compagnie d'assurance et s'ensuit une espèce de support de la gauche et de la droite du fait que les gens haïssent complètement les compagnies d'assurance et donc comprennent pourquoi et rendent un peu à l'humour les événements. Et donc, il y a comme cette espèce de support passif, encouragement de ce type d'aventurisme. L'aventurisme, c'est un terme qui veut dire aller plus loin que ce que les masses de gens sont prêts à s'engager. Mais on parle pas de ça aujourd'hui. Donc, le texte « Pourquoi les marxistes s'opposent au terrorisme individuel » s'inscrit dans ce contexte et nous informe sur l'attitude des écrivains classiques comme Léon Trotsky face à ce genre d'action. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? C'est quoi les bons coups, les mauvais coups? C'est quoi les conséquences? C'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble aujourd'hui à l'aide de cette lecture. Alors, sans plus tarder, commençons. Texte de Léon Trotsky paru pour la première fois en 1911 dans Der Kampf, Lutte, le mensuel théorique du Parti social-démocrate autrichien, qui, à l'époque, prétendait se baser sur le marxisme. Commentaire. Je comprends pas exactement la fin de cette phrase, prétendait se baser sur le marxisme. Est-ce que ça veut dire que notre opinion de Der Kampf est très minime? Je connais pas cette publication-là. C'est intéressant de voir l'espèce de ligne éditoriale dans la description du texte. Continuons. Nos ennemis de classe ont l'habitude de se plaindre de notre terrorisme. Ce qu'ils entendent par là n'est pas très clair. Ils aimeraient qualifier de terrorisme toutes les activités du prolétariat dirigées contre les intérêts de nos ennemis de classe. La grève, à leurs yeux, est la principale méthode de terrorisme. Une menace de grève, l'organisation de piquets de grève, le boycott d'un patron esclavagiste, le boycott moral d'un traître de nos propres rangs, ils appellent tout cela terrorisme et bien plus encore. Si on conçoit de cette façon le terrorisme comme toute action inspirant la crainte ou faisant du mal à l'ennemi, alors, naturellement, la lutte de classe tout entière n'est pas autre chose que du terrorisme. Et la seule question restante est de savoir si les politiciens bourgeois ont le droit de déverser le flot de leur indignation morale à propos du terrorisme prolétarien, alors que leur appareil d'État tout entier avec ses lois, sa police et son armée ne sont rien d'autre qu'un appareil de terreur capitaliste. Cependant, il faut dire que quand ils nous reprochent de faire du terrorisme, ils essaient, bien que pas toujours sciemment, de donner à ce mot un sens plus étroit, plus indirect. Dans ce sens strict du mot, la détérioration de machines par les travailleurs, par exemple, est du terrorisme. Le meurtre d'un employeur, la menace de mettre le feu à une usine ou une menace de mort à son propriétaire, une tentative d'assassinat, revolver en main, contre un ministre du gouvernement, toutes ces actions sont des actes terroristes au sein complet et authentique. Cependant, quiconque ayant une idée de la vraie nature de la social-démocratie internationale devrait savoir qu'elle s'est toujours opposée à cette sorte de terrorisme et le fait de la façon le plus intransigeante. Pourquoi? Faire du terrorisme par la menace d'une grève ou mener de fait une grève est quelque chose que seuls les travailleurs de l'industrie peuvent faire. La signification sociale d'une grève dépend directement de, premièrement, la taille de l'entreprise ou du secteur industriel qu'elle affecte et, deuxièmement, du degré auquel les travailleurs y prenant part sont organisés, disciplinés et prêts à l'action. Ceci est aussi vrai d'une grève politique que cela l'est pour une grève économique. Cela continue à être la méthode de lutte qui découle directement du rôle productif du prolétariat dans la société moderne. La terreur individuelle déprécie le rôle des masses. Pour se développer, le système capitaliste a besoin d'une superstructure parlementaire. Mais comme il ne peut pas confiner le prolétariat moderne à un ghetto politique, il doit tôt ou tard permettre aux travailleurs de participer au Parlement.
Dans toutes les élections, le caractère de masse du prolétariat et son niveau de développement politique, quantité qui, une fois de plus, sont déterminées elles aussi par son rôle social, c'est-à-dire, par-dessus tout, son rôle productif, trouvent leur expression. Dans une grève, de même que dans des élections, la méthode, le but et le résultat de la lutte dépendent toujours du rôle social et de la force du prolétariat en tant que classe. Seuls les travailleurs peuvent mener une grève. Les artisans ruinés par l'usine, les paysans dont l'eau est polluée par l'usine ou les membres du lumpenprolétariat, avides de saccage, peuvent briser les machines, mettre le feu à une usine ou assassiner son propriétaire. Seule la classe ouvrière, consciente et organisée, peut envoyer une foule en représentation au Parlement pour veiller aux intérêts des prolétaires. Par contre, pour assassiner un personnage officiel en vue, on n'a pas besoin d'avoir derrière soi les masses organisées. La recette pour fabriquer des explosifs est accessible à tous, et on peut se procurer un Browning n'importe où. Commentaire, je ne sais pas c'est quoi un Browning. Oh, un Browning, je pense que c'est une marque de fusil. Fin du commentaire. Dans le premier cas, il s'agit d'une lutte sociale, dont les méthodes et les moyens découlent nécessairement de la nature, de l'ordre social dominant du moment et, dans le second, d'une réaction purement mécanique, identique n'importe où, en Chine comme en France. C'est, très frappante dans sa forme extérieure, entre parenthèses, meurtre, explosion, ainsi de suite, fin de la parenthèse, mais absolument inoffensive en ce qui concerne le système social. Une grève, même d'importance modeste, a des conséquences sociales, renforcement de la confiance en soi des travailleurs, renforcement des syndicats et même, assez souvent, une amélioration de la technologie de production. Le meurtre du propriétaire d'usine ne produit que des effets de nature policière, ou un changement de propriétaire dénué de toute signification sociale. Qu'un attentat terroriste, même entre guillemets réussi, jette la confusion dans la classe dirigeante dépend des circonstances politiques concrètes. Dans tous les cas, cette confusion ne peut être que de courte durée. L'État capitaliste ne se fonde pas sur les ministres du gouvernement et ne peut être éliminé avec eux. Commentaire, wow, je pense que je vais reprendre cette citation-là, c'est succinct, puis en tout cas, j'aime bien cette citation. Pourquoi? Parce que je pense qu'on met trop d'emphase sur les personnalités, les capitalistes interpersonnels, les ministres interpersonnels, on définit les problèmes avec Trudeau, avec Netanyahou. Ensuite, on définit le problème du capitalisme en fonction de l'État capitaliste. Donc, on va parler du gouvernement, on va parler de l'État avec un grand E. Mais j'aime ici qu'on met bien de l'avant que l'idée, c'est que le système, c'est pas juste les personnalités, ni même le gouvernement. Bref. J'aime bien. Fin du commentaire. Les classes qu'il sert trouveront toujours des remplaçants. La machine reste intacte et continue à fonctionner. Ouais, j'adore. Excusez. Mais le désordre introduit dans les rangs des masses ouvrières elles-mêmes par un attentat terroriste est plus profond. S'il suffit de s'armer d'un pistolet pour atteindre son but, à quoi bon les effets de la lutte de classe? Si un dé à coudre de poudre et un petit morceau de plomb sont suffisants pour traverser le cou de l'ennemi et de le tuer, quel besoin y a-t-il d'une organisation de classe? Si cela a un sens de terrifier des personnages haut placés par le grondement des explosions, est-il besoin d'un parti? Pourquoi les meetings, l'agitation de masse et les élections si on peut si facilement viser le banc des ministres de la galerie du Parlement? À nos yeux, la terreur individuelle est inadmissible précisément parce qu'elle rabaisse le rôle des masses dans leur propre conscience, les fait se résigner à leur impuissance et leur fait tourner les yeux vers un héros vengeur et libérateur qui, espère-t-il, viendra un jour et accomplira sa mission. Les prophètes anarchistes de la, entre guillemets, propagande de l'action, fin des guillemets, peuvent soutenir tout ce qu'ils veulent à propos de l'influence élévatrice et stimulante des actes terroristes sur les masses. Les considérations théoriques et l'expérience politique prouvent qu'il en est autrement. Plus, entre guillemets, efficaces, fin des guillemets, sont les actes terroristes, plus grand est leur impact. Plus ils réduisent l'intérêt des masses pour l'auto-organisation et l'auto-éducation. Mais les fumées de la confusion se dissipent, la panique disparaît, le successeur du ministre assassiné apparaît.
La vie s'installe à nouveau dans l'ancienne ornière. La roue de l'exploitation capitaliste tourne comme auparavant. Seule la répression policière devient plus sauvage, plus sûre d'elle-même, plus impudente. Et, en conséquence, au lieu des espoirs qu'on avait fait naître, de l'excitation artificiellement soulevée, arrive la désillusion et l'apathie. Les efforts de la réaction pour mettre fin aux grèves et aux mouvements de masse des ouvriers en général se sont toujours et partout soldés par un échec. La société capitaliste a besoin d'un prolétariat actif, mobile et intelligent. Elle ne peut donc maintenir le prolétariat pieds et poings liés pendant très longtemps. D'autre part, la propagande anarchiste de, entre guillemets, l'action, fin des guillemets, a montré chaque fois que l'État est plus riche en moyens de destruction physique et de répression mécanique que ne le sont les groupes terroristes. S'il en est ainsi, où cela laisse-t-il la révolution? Est-elle rendue impossible par cet état de choses? Pas du tout, car la révolution n'est pas un simple agrégat de moyens mécaniques. La révolution ne peut naître que de l'accentuation de la lutte de classe, et elle ne peut trouver une garantie de victoire que dans les fonctions sociales du prolétariat. La grève politique de masse, l'insurrection armée, la conquête du pouvoir d'État, tout ceci est déterminé par le degré auquel la production s'est développée, l'alignement des forces de classe, le poids social du prolétariat, et enfin, par la composition sociale de l'armée, puisque les forces armées sont le facteur qui, en période de révolution, détermine le sort du pouvoir d'État. La social-démocratie est assez réaliste pour ne pas essayer d'éviter la révolution qui se développe à partir des conditions historiques existantes. Au contraire, elle évolue pour affronter la révolution les yeux grands ouverts. Mais, contrairement aux anarchistes, et en opposition directe avec eux, la social-démocratie, social-démocratie, c'est le terme dans les années 1900, peut-être même un peu avant, qu'on utilisait pour désigner les marxistes. Donc, avant le split entre les bolcheviks-mencheviks, avant la trahison des social-démocrates de la Deuxième Internationale, tout était un peu dans le même groupe. C'était tous des gens qui se réclamaient du marxisme, voulaient être révolutionnaires, mais à un moment donné, il y a comme eu une scission entre les deux. Les sociodémocrates sont devenus des réformistes, des gens un peu comme QS et le Nouveau Parti démocratique du Canada, etc. Tandis que les marxistes sont devenus les marxistes, si on veut. Mais à cette époque, les social-démocrates et la social-démocratie, c'est un peu l'analyse marxiste, révolutionnaire, etc. Fin du commentaire. La social-démocratie rejette toute méthode et tout moyen ayant pour but de forcer artificiellement le développement de la société et de substituer des préparations chimiques à la force révolutionnaire insuffisante du prolétariat. Commentaire, je pense que tout ce qu'il essaie de dire, c'est que il faut que le prolétariat ait la force suffisante pour faire la révolution, et si on est impatient, et si on veut pas bâtir cette force, on essaie un peu de, artificiellement, comme mécaniquement, faire avancer le processus révolutionnaire au niveau individuel, puis ça, c'est juste pas une bonne marche à suivre. Fin du commentaire. Avant d'être promu au rang de méthode de lutte politique, le terrorisme fait son apparition sous la forme d'actes de vengeance individuelle. Ainsi en était-il en Russie, terre classique du terrorisme. Le fait qu'on eût donné le fouet à des prisonniers politiques poussa Vera Zasulich à exprimer le sentiment général d'indignation par une tentative d'assassinat du général Trepov. Son exemple fut imité dans les cercles de l'intelligentsia révolutionnaire qui manquait de tout support de masse. Ce qui avait commencé comme un acte de vengeance non réfléchi se développa pour devenir tout un système en 1879-1881. Les vagues d'assassinats commis par les anarchistes en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord viennent toujours après quelques atrocités commises par le gouvernement. Le fait de tirer sur les grévistes ou l'exécution d'opposants politiques. La source psychologique du terrorisme la plus importante est toujours le sentiment de vengeance à la recherche d'un exutoire. Il n'est pas besoin d'insister sur le point que la social-démocratie n'a rien de commun avec ces moralistes vénaux qui, en réponse à tout acte terroriste, font des déclarations à propos de la, entre guillemets, valeur absolue, fin des guillemets, de la vie humaine. Ce sont les mêmes qui, en d'autres occasions, au nom d'autres valeurs absolues,
Par exemple, l'honneur de la nation ou le prestige du monarque sont prêts à pousser des millions de gens dans l'enfer de la guerre. Aujourd'hui, leur héros national est le ministre qui accorde le droit sacré de la propriété privée et, demain, quand la main désespérée des travailleurs au chômage se serre à un point ou ramasse une arme, il profère toutes sortes d'inepties à propos de l'inadmissibilité de la violence sous quelque forme que ce soit. Commentaire, il y a tout le temps ces gens qui cherchent la réponse morale. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'ils cherchent une position morale absolue qu'ils seront capables d'appliquer dans toute situation, mais en réalité, la moralité est contextuelle et représente ou reproduit un peu la moralité des classes existantes au pouvoir. Donc, par exemple, si on est contre la violence, facile d'être contre le terrorisme parce que c'est à la télé, c'est aux nouvelles, c'est facile à voir, tout le monde blâme le terrorisme, mon Dieu, quel acte atroce. Peu importe. Mais les autres types de violences, par exemple, qui sont moins visibles, la violence étatique, la violence à la pauvreté, la violence de se faire refuser un service, etc., etc., ça n'existe pas. Ce n'est pas couvert par la société bourgeoise, ça n'est pas couvert par les médias traditionnels. On va citer des statistiques, etc., etc., mais ça, c'est pas articulé comme une violence contre laquelle on doit s'insurger moralement. C'est un peu qualifié comme conséquence naturelle du système, sinon pire, des choix personnels des victimes. Ah, le sans-abri a choisi d'être sans-abri. S'il choisissait d'avoir un job, ça serait plus facile. Ah, cette femme a choisi d'avoir 5 enfants. C'est pour ça qu'elle est pauvre. Donc, c'est d'excuser le positionnement moral d'un traitement absolument barbare des gens de notre classe par, des excuses, quand dans le fond, c'est juste des excuses pour pas avoir appliqué ton propre standard. Bref, je sais pas si je voulais dire de quoi que ça, mais fin de mon commentaire. Quoi que puissent dire les eunuques et les pharisiens, commentaire, j'ai aucune idée c'est quoi un pharisien, P-H-A-R-I-S-I-E-N, de la moralité, le sentiment de vengeance a ses droits. Ils accordent à la classe ouvrière le plus grand crédit moral, le fait qu'elle ne regarde pas d'un œil indifférent, passivement, ce qui se passe dans ce meilleur des mondes. Commentaire, c'est vrai que ce sentiment-là peut pousser vers l'action. On se rend compte qu'on est victimisé, on se rend compte que c'est injuste, et ça peut guider vers une action productive. Donc, dans le sentiment de vengeance se cache aussi un aspect positif qui peut aider la lutte de classe. C'est intéressant. Fin du commentaire. Ne pas éteindre le sentiment de vengeance inassouvi du prolétariat, mais au contraire l'attiser encore et encore, le rendre plus profond et le diriger contre les causes réelles de toute l'injustice et de la bassesse humaine, c'est la tâche de la social-démocratie. Si nous nous opposons aux actes terroristes, c'est seulement que la vengeance individuelle ne nous satisfait pas. Le compte que nous avons à régler avec le système capitaliste est trop grand pour être présenté à un quelconque fonctionnaire appelé ministre. Apprendre à voir tous les crimes contre l'humanité, toutes les indignités auxquelles sont soumis le corps et l'esprit humain, comme les excroissances et les expressions déformées du système social existant, dans le but de diriger toutes nos énergies en une lutte contre ce système, voilà la direction dans laquelle le désir brûlant de vengeance doit trouver sa plus haute satisfaction morale. Commentaire incroyable fin. Alors, voici le texte, un court texte sur notre site web alternativesocialiste.org. On a une section théorie et formation et bref, vous pouvez chercher par le titre à travers l'outil de recherche pourquoi les marxistes s'opposent au terrorisme individuel si vous voulez partager dans vos médias sociaux. Vous pouvez aussi partager l'audiotexte actuel, laisser une mention j'aime, faire un commentaire, ça nous aide à partager les savoirs de Trotsky et les leçons des luttes passées. Pour ce qui est de la participation à notre cercle de lecture, bien, on vous encourage à aller sur notre Facebook, aller sur notre Patreon, aller sur notre Instagram, nous envoyer un courriel pour suivre le développement de nos activités. Nous sommes maintenant le 17 janvier 2025 et le cercle de lecture sur ce texte sera le 23 janvier prochain. Donc, évidemment que si vous l'avez manqué, c'est la force des choses, c'est la réalité des choses. Mais on continue toujours de faire des lectures pour apprendre les leçons qu'on doit apprendre sur le développement de l'actualité, qui nous surprend toujours avec des nouveaux développements. Alors, si vous voulez faire ce genre de lecture avec nous en temps réel, je vous invite à nous contacter ou voir nos activités. Sinon, je vous remercie d'avoir écouté cet audio-livre avec nous et ce n'est qu'à la prochaine, car on continue d'en faire des nouveaux.
le plus possible. Merci beaucoup. Solidarité, camarades. Au revoir.